Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser au subreddit qui est consacré aux mystères non résolus. Il y a des tas d'affaires criminelles dans le monde du true crime qui sont pas résolues. Il y en a des plus connus que d'autres, il y en a des bien moins médiatisés. Et j'avais envie de parcourir ça de manière assez chill avec vous, sans avoir une vidéo vraiment préparée, mais de découvrir un petit peu des cas non résolus. Et il y en a énormément, malheureusement. Donc c'est parti, c'est un subreddit en anglais, mais je l'ai traduit pour ne pas avoir à vous traduire en direct les... les posts. Donc voilà, je m'excuse si j'ai l'air un peu plate, c'est qu'il fait déjà chaud, on rentre dans une autre période de canicule, et le bureau est une pièce particulièrement chaude, mais sans plus de blabla, on y va. Alors là, évidemment, je vais être obligée de traduire à chaque fois, hop, j'espère que ça va traduire de manière plus ou moins bonne. Mais voilà, donc c'est un post assez récent, il y a 15 heures, durant l'été 1933. Donc parfois c'est des cold cases aussi, des mystères non résolus, mais qui remontent vraiment à longtemps. Imaginez-vous que ça fait presque un siècle. Ouais, à vraiment quelques années près, c'est un siècle, c'est fou. Mais bref, durant l'été 1933, Walter Robinson, âgé de 10 ans, disparaît sans laisser de traces à Newton dans l'Iowa. Malgré des recherches exhaustives menées dans plusieurs États, on ne le revoit jamais. Qu'est-il arrivé à Walter Robinson? Alors moi, je n'ai jamais entendu parler de cette affaire. Si pendant que je lis une affaire ou l'autre, vous avez déjà entendu parler de ça, vous avez aussi d'autres éléments qui ne sont pas expliqués dans les posts Reddit, n'hésitez pas. C'est un subreddit qui existe depuis vraiment longtemps. Il est créé il y a 13 ans, il y a énormément de visiteurs hebdomadaires, donc je me dis c'est fou, parce que ça veut dire qu'il y a de quoi malheureusement alimenter ce subreddit. Alors, le matin du 24 août 1933, Walter Robinson, âgé de 10 ans, se rendit seul à l'atelier de soudure et d'usinage Newton, situé dans le centre de Newton, dans l'Iowa. Il y trouva son père, Leonard Robinson, âgé de 51 ans, occupé à souder des crochets sur mesure pour un client. Walter s'approcha de Leonard et lui demanda nonchalamment où était la voiture familiale. Apprenant que son frère aîné, Melvin, l'avait prise, Walter s'attarda un instant sur le seuil avant de ressortir sans dire un mot. Ce bref échange allait malheureusement être la dernière fois que Léonard vit son fils. Peu de temps après, lorsque Léonard quitta son travail pour déjeuner, Walter, qui rentrait habituellement à pied avec lui, était introuvable. Léonard, accompagné de sa femme, Beryl Robinson, âgée de 52 ans, fit une brève recherche dans le quartier mais ne trouva aucune trace de Walter. Ne le voyant pas rentrer le soir même, les Robinson signalèrent sa disparition. Quelle angoisse. Les soupçons se portèrent immédiatement sur les clients pour lesquels Léonard avait fabriqué les crochets. Un petit groupe de voyageurs roms. Vraiment? Attendez, je vais revoir la traduction là. Euh, Ok, ouais, Romani, ok, ok. Les soupçons se portèrent immédiatement sur les clients pour lesquels Léonard avait fabriqué les crochets, un petit groupe de voyageurs roms qui campaient dans les environs depuis plusieurs jours. Le groupe était passé à l'atelier en quittant la ville pour commander des crochets à bagages sur mesure pour leur Buick de 1927. C'est très précis. Selon Léonard, le groupe est reparti précipitamment dès que la commande fut terminée, quelques minutes seulement avant la disparition de Walter. Le groupe de 5 personnes était décrit comme suit. Un homme basané et corpulent nommé Fastelia, une femme, un adolescent Mossad, une jeune fille et un nourrisson blanc. Une vaste opération de recherche fut immédiatement lancée pour retrouver Walter et son groupe. La ville et les champs environnants furent fouillés, les automobilistes furent arrêtés et interrogés. Des perquisitions furent menées dans les campements roms voisins, mais aucune trace de Walter, ni de 5 autres personnes, ne fut retrouvée. À mesure que la nouvelle de la disparition de Walter se répandait, une avalanche de témoignages affluait. La plupart concernaient des personnes affirmant l'avoir aperçu, parfois seules, mais souvent en compagnie de voyageurs roms. Ces pistes ont conduit les enquêteurs au-delà des frontières de l'État, dans le Wisconsin, l'Illinois et l'Indiana. Malheureusement, les recherches n'ont rien donné. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Madame W.G. Kramer, une nouvelle habitante de Newton, menait sa propre enquête. Ah bah comme quoi, c'est un parallèle avec à l'ère moderne dans laquelle nous sommes. Il y a beaucoup de gens qui rejoignent des groupes Facebook par exemple, ou des groupes, des subreddits, et c'est des gens qui échangent un petit peu sur des éléments, sur des enquêtes, des mystères non résolus, et parfois, dans certains cas, là j'ai pas de cas précis en tête, mais il y a des cas où c'est ce travail fait par la communauté qui permet aussi parfois d'explorer des pistes qui n'ont pas encore été explorées et parfois d'avoir des résolutions. Donc c'est voilà.
une dame à l'époque, bien avant les réseaux, n'est-ce pas, mais qui a pris un peu les choses en main, qui a mené sa propre enquête. Apprenant la disparition de Walter, cette femme au foyer a consulté sa planche Ouija. Ah, je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure-là, pour retrouver le garçon disparu. Selon elle, la scène s'est déroulée comme suit. Donc elle pose la question, qui a volé Walter Robinson? Et la réponse de sa planche de Ouija, les gitans, bon, les gens du voyage. Sont-ils situés le long d'une rivière? Oui. Euh, alors, pourquoi il y a A ici, je comprends pas. Park van der Veer Davenport. Donc ça a été apparemment ajouté spontanément. Bien qu'elle ait d'abord hésité, Madame Kramer s'est finalement sentie obligée de contacter les Robinson avec cette nouvelle piste, entre guillemets. Poussés peut-être par le désespoir, les Robinson ne mirent pas en doute la véracité des affirmations de Madame Kramer. Au contraire, Beryl s'empressa d'acheter une planche Ouija. Mais c'est fou. Mais ça va pas du tout... Enfin, c'est fou, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure, où même la famille aurait pu le prendre mal, vous voyez aussi cette piste, entre guillemets. Mais non. Donc voilà. Bien que celle-ci ne semblât pas fonctionner pour elle, elle aurait fonctionné pour deux de ses filles. Selon ces dernières, leur séance se déroula comme suit. Où est Walter? À Yellow Hill, Moline. Est-ce qu'il va bien? Oui. Devrions-nous le rechercher? Non. Oui. Oui, oui. Léonard devrait-il partir à la recherche? Non. Bizarrement. Melvin, Harold et Léonard Junior devraient-ils partir à la recherche? Donc les trois frères de Robinson. Oui. Qui d'autre? Red, M. Cullis, un ami de la famille. Maculis, I guess. Donc voilà, les échanges de planches de Ouija. Après, c'est bizarre, pourquoi le père, donc Léonard, ne pourrait pas, ne devrait pas, selon l'esprit de la planche de Ouija, partir à la recherche. Après, voilà, on y croit, on n'y croit pas. J'avoue que j'y crois pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais voyons voir ce que ça a donné pour la suite de cette histoire en particulier. Suivant les indications de la planche Ouija, Melvin, Harold, Léonard Junior et Red se mirent en route pour Moline, dans l'Illinois. Mais donc... Ah non, j'allais dire Léonard est quand même parti, mais non, c'est Léonard Junior. Donc ils ont quand même suivi les indications de la planche de Ouija, c'est-à-dire que Léonard, lui, n'est pas parti. C'est fou. À leur arrivée, ils rencontrèrent plusieurs habitants qui affirmèrent avoir aperçu Walter quelques jours auparavant en compagnie d'un groupe de voyageurs se dirigeant apparemment vers Cole Valley, dans l'Illinois. Ce scénario se répéta pendant plusieurs jours, tandis que les recherches les poursuivaient de ville en ville à travers les recherches se poursuivaient, je pense. Non, je pense que c'est une traduction, attendez. Tandis que les recherches les amenaient, on va plutôt dire ça comme ça, de ville en ville à travers l'Iowa, l'Indiana, l'Illinois, toujours à un pas des ravisseurs présumés. L'enquête s'est finalement interrompue à Alpha, dans l'Illinois. Là-bas, une femme vivant en périphérie de la ville a rapporté qu'un garçon correspondant à la description de Walter était venu mendier de la nourriture 2 jours auparavant. Elle a précisé qu'il était en compagnie d'un petit groupe de voyageurs. Interrogée sur sa description, elle a dit qu'il était maigre et sale, mais poli et avait une voix douce. Elle a précisé qu'il avait les yeux bleus, mesurait environ 1,40 m, était pieds nus et portait une salopette bleue de style rodéo et une chemise bleue. C'est la même tenue que Walter portait le jour de sa disparition. Pardon. Malheureusement, la femme ne put indiquer aux frères la direction prise par le garçon et ses compagnons. Dépassés par l'immensité des possibilités, les membres de l'équipe de recherche rentrèrent bredouille dans l'Iowa. Ça, c'est tellement ralent, parce qu'avoir quelqu'un qui correspond vraiment à la description et rentrer bredouille quand même, c'est triste. Afin de recueillir de nouvelles pistes, le maire de Newton offrit une récompense de 100 $ à quiconque fournirait des informations permettant de retrouver Walter. 100 $, maintenant on pourrait se dire c'est rien du tout, mais à l'époque, c'était 1933, j'imagine que ça avait beaucoup plus de valeur qu'à l'heure actuelle. Des agents fédéraux se joignirent également aux recherches, exploitant toutes les pistes disponibles. Malgré leurs efforts, Walter demeura introuvable. Léonard et Beryl ont mené plusieurs recherches de leur propre initiative, parcourant l'État pour vérifier les témoignages potentiels de leur fils. Face à l'échec de cette méthode, Beryl a consulté des voyantes et des médiums qui lui assuraient sans cesse que Walter serait bientôt retrouvé. Hélas, ce jour n'est jamais arrivé. Dans une dernière interview accordée depuis le magasin où il travaillait, Léonard, évoquant l'angoisse des recherches, confia: Je ne sais pas comment je vais pouvoir supporter ça encore longtemps. Parfois, je me dis que je ferais mieux d'enlever ce vieux tablier et de parcourir le monde à 4 pattes à la recherche de mon petit garçon. Les habitants du coin remarquèrent qu'il semblait avoir pris 10 ans en si peu de temps depuis la disparition de son fils. C'est vraiment, mais affreux. Surtout, enfin, que le fils soit disparu et qu'on ne le retrouve pas et de ne jamais savoir en fait ce qui s'est produit, ça permet jamais de faire le deuil de ça, des événements et de la disparition. Et en même temps, on ne sait pas, ça se trouve, il est encore en vie quelque part et ça doit vraiment être affreux.
Toute la famille de Walter est décédée sans jamais obtenir les réponses qu'elle cherchait désespérément. Leonard Robinson est décédé d'un cancer du poumon en 1948 à l'âge de 66 ans. Beryl Robinson est décédée en 1960 à l'âge de 78 ans. Les 10 frères et sœurs de Walter sont également décédés depuis. Waouh. En 2001, une petite fille de Melvin, le frère de Walter, s'est tournée vers un forum de généalogie pour demander de l'aide afin de résoudre un mystère qui hantait sa famille depuis des générations. Malheureusement, son appel est resté sans réponse. J'ai cru qu'il allait avoir un petit plot twist en mode on sait que il y a beaucoup de nouvelles pistes aussi à l'heure actuelle avec l'ADN, etc., qui permettent de mettre, enfin de résoudre d'anciens crimes avec des gens d'une même famille où l'ADN peut concorder, etc. Donc je parle aussi de cold case, mais de corps qui sont retrouvés et non identifiés. Et parfois, malheureusement, il s'agit de personnes qui avaient disparu il y a même un bon bout de temps. Mais voilà, autre sujet peut-être. À ma connaissance, Walter ne figure actuellement sur aucune base de données de personnes disparues, mais j'ai entamé des démarches pour ajouter un dossier à NAM-US et à d'autres registres pertinents. Une fois officiellement enregistrée, la disparition de Walter deviendra la plus ancienne affaire de personnes disparues non résolues de l'État de l'Iowa. Waouh! Et donc là, la personne elle a joint quand même des sources. Find a grave. Qu'est-ce que c'est? C'est fou. Ah, c'est le petit. Je ne veux pas de pub, non. Enfin, ouais, je vais être obligée. Oui, 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 oui. Hop, hop, hop. Et donc ça, c'est la photo du petit Walter. C'est fou. Walter Robinson. Leonard Robinson. Madame Leonard Robinson et sa table de Ouija. Waouh. Mais on dirait un dessin, non? C'est plutôt un dessin ici, mais bon. Ça, j'imagine, c'est une photo. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est une photo du petit garçon. Est-ce que ça, c'est une photo, une représentation de ce qu'il aurait pu, ce à quoi il aurait pu ressembler en grandissant? Parfois, on voit ça dans les cas des personnes disparues. Waouh. Et là, les articles de presse de l'époque, ouais, c'est fou. Donc, on voit vraiment, ouais, que ça a été médiatisé pour le coup à l'époque, ça c'est sûr. Waouh. Ça a fait quand même l'objet de beaucoup, beaucoup, du coup, d'articles. C'est fou. Waouh. C'est fou, c'est triste de se dire qu'on ne saura certainement jamais ce qui s'est passé. Alors, ouais, c'est tout. Hop. Et donc, ouais. Ici, on est sur Find a Grave, donc trouver une tombe. C'est fou, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce site. Mais, euh, mais voilà. Oups. Ça, c'est le père. Et ça, c'est la mère. Donc, ils n'ont jamais eu de réponse. Sa famille n'a jamais eu de réponse. Et bah, franchement, pour ce premier cas, ça commençait assez fort. Bon article. J'apprécie que vous essayez de faire ajouter son cas à des registres comme NAM-US. Ça ne peut pas faire de mal. Je déteste le dire, mais en 1933, ces gens-là auraient pu voir n'importe quel garçon. Comment ça? Surtout un garçon maigre et sale. C'était la Grande Dépression. Ah, par rapport à une personne qui avait vu un petit garçon qui aurait pu être Walter, du coup, mais que ça n'avait donné aucune piste. C'est par rapport à ça. C'était la Grande Dépression. Il n'était pas rare que des enfants errent cherchant un endroit où se nourrir et peut-être une grange pour dormir. C'est ce qui est arrivé aux cousins de ma grand-mère. Leurs parents ont perdu la ferme, alors les aînés ont dû se débrouiller seuls. Le plus jeune d'entre eux avait 12 ans. Il n'était pas rare que 10 enfants soient livrés à eux-mêmes. Oh mon Dieu. C'était une période difficile, je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment vu l'enfant disparu. Ça aussi, en fait, ce qui est bien, c'est que l'histoire est affreuse, évidemment, on aurait préféré qu'elle n'existe pas, mais il y a des gens qui continuent, presque un siècle après, comme la personne qui a fait ce post, à contribuer à des bases de données, à chercher toujours des réponses. Ça permet que ces histoires-là, elles tombent pas dans l'oubli, et que peut-être même longtemps après, bah, les descendants de,
de la famille puisse avoir des réponses à cette histoire qui n'a jamais été résolue. Et là, avec les commentaires, ben, ça permet aussi de réfléchir collectivement, de remettre des choses en contexte, comme ce commentaire. Mais, euh, mais voilà, je vais vous lire aussi ce commentaire, puisque ça a l'air de dire quelque chose d'intéressant. Donc tout à fait d'accord, cela me rappelle de très nombreux cas où les gens ont vu ou entendu ce qu'ils voulaient entendre, y compris de nombreux cas de disparition d'un proche. Oui, c'est vrai, et en même temps, est-ce que c'est pas légitime? Est-ce que si un de vos proches a disparu, vous n'envisageriez pas toutes les pistes possibles? Je pense que si. Mais bon. Par exemple, l'arnaque téléphonique, enlèvement au Mexique, où des personnes prétendent avoir kidnappé un proche. J'ai vu des gens jurer que la voix entendue au téléphone était celle de leur enfant, adolescent ou jeune adulte, sauf que ce n'était pas le cas. C'était un escroc. Des tests ont montré que les humains sont étonnamment mauvais pour reconnaître les voix, mais les indices dans l'appel téléphonique les convainquent souvent que leur proche est en danger. C'est vraiment affreux. Surtout en plus de nos jours avec l'IA, etc. C'est encore pire, j'imagine. Le terrain d'arnaque ne fait que s'agrandir. Ou encore, et sans vouloir être insensible, le cas de Thierry Schiavo. Cette femme était dans un état végétatif persistant il y a quelques années. La question de son maintien en vie a fait grand bruit. Sa famille était persuadée qu'elle vivait du regard les objets, qu'elle suivait du regard les objets dans la pièce, comme des ballons ou des rubans. À son décès, l'autopsie a révélé qu'elle était complètement aveugle. Mais je suis certaine qu'ils y croyaient de tout leur cœur. Ça me dit quelque chose vaguement, ça, cette histoire. Le fait qu'ils aient dû recourir à une planche Ouija à plusieurs reprises donne une idée de leur souffrance et de leur désespoir. Je ne les jugerai donc certainement pas, mais je suis d'accord, ce n'était probablement pas le même garçon. Combien d'enfants pauvres de la campagne portaient des salopettes similaires? Je paierais qu'il y en avait beaucoup. Bah malheureusement, oui, c'était peut-être juste, entre gros guillemets, un autre garçon qui a vécu la misère. Alors, donc là, on a quelqu'un qui dit j'ai vécu toute ma vie en Iowa, j'avais jamais entendu parler de cette histoire, donc quel avantage les voyageurs auraient-ils exactement à sa compagnie? Une bouche de plus à nourrir, un fléau qui attire encore plus l'attention? Y avait-il une rivière ou un lac à proximité où voulait-il aller pour poser la question de la voiture? La croyance la plus répandue était qu'un enfant blanc susciterait beaucoup plus de sympathie de la part des gens. Oh, ce qui lui permettrait de mendier plus facilement de la nourriture, de l'argent, un abri, etc., dans les endroits où les Roms étaient encore confrontés à des préjugés extrêmes. C'est fou. Et donc là, c'est une mauvaise traduction, c'est faites du profit, mais à mon avis, c'était make some profit. Ça répond à la question quel aurait pu être l'avantage pour eux d'enlever un garçon. Bah, ce serait faire du profit. La traduction serait plutôt ça. Le vendre à des gens qui font subir des atrocités à des petits garçons et des petits enfants. Donc oui, ça aussi, j'y ai pensé. Je me suis dit, c'est possible aussi que ce soit vraiment dans un but très mal intentionné, parce que de toute façon, il n'y a jamais de but bien intentionné pour le kidnapping d'un enfant. Et là, c'est une piste, encore une fois, il n'y a rien qui confirme ça, mais ouais. Ça se trouve, c'est une disparition, un accident encore jamais retrouvé. On le saura probablement jamais. Ou peut-être que si, en vérité. Peut-être un jour, il y aura une piste de réflexion, enfin une piste de réflexion, une piste tout court qui mènera vraiment à une réponse. Euh, Et voilà, là, il y a quelqu'un qui dit qu'en fait, il s'agirait peut-être d'une piste sérieuse, puisque la femme qui a témoigné a dit ce qu'il portait. Et là, encore une fois, on a quelqu'un qui dit que c'était un vêtement courant, en fait, pour un garçon de l'époque. Donc, ouais. Peut-être aussi ça peut suggérer, enfin dans les questions, ça peut suggérer des réponses parce qu'on a tellement envie d'en avoir. Mais ouais. Ah, attendez, un commentaire aussi qui aborde un autre angle de vue, ça peut être intéressant. Si l'intolérance anti-Rome aux États-Unis est bien moindre qu'en Europe, elle n'en est pas moins présente. Dans ce contexte, ils constituent des boucs émissaires idéaux, d'autant plus qu'ils sont souvent à tort accusés de voler des enfants. Ah, je savais pas que c'était une accusation récurrente. Même ce départ abrupt, s'il a réellement été précipité et non pas perçu comme tel a posteriori, a une raison logique. S'ils avaient eu vent de la disparition d'un enfant, ils sauraient qu'il serait immédiatement suspect et voudraient déguerpir au plus vite avant d'être arrêtés au pire. Malheureusement, je pense que toute cette histoire n'était qu'une fausse piste alimentée par le sectarisme. Soit l'enfant est mort accidentellement et n'a jamais été retrouvé, soit c'est un habitant du coin qui l'a enlevé. Alors, ce que vous dites est tout à fait logique, du bon sens. Ce sont les gitans qui ont fait ça, aurait été une hypothèse courante. S'il y avait effectivement des gens du voyage dans les environs, ils auraient été considérés avec suspicion, simplement à cause de qui ils étaient.
Même la consultation de la planche Ouija par Madame Kramer était une question sous-entendue, où le libellé d'une question contient une supposition que la réponse prouvera ensuite. Qui a volé Walter Robinson? Plutôt que la question neutre où est Walter? Sous-entend que Walter a été volé plutôt que de s'être enfoui ou être tombé dans un trou. Et qui vole des enfants? Les gitans, bien sûr. Et qui est en ville en ce moment? Des gitans. Donc c'est la personne n'accuse pas les personnes du voyage, hein. Elle dit justement que c'est des personnes qui auraient pu être assez facilement la cible d'accusation. Et en même temps, c'est possible, et en même temps, c'est possible que ce soit pas ça. Comme je dis, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de pistes, visiblement, qui ont mené à du concret. Donc voilà. Mais je trouvais ça chouette d'avoir ce commentaire aussi pour remettre les choses en perspective de ce point de vue-là. Écoutez, je n'ai pas le temps de tourner plus aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de 2 ou 3 cas, mais en fait on est resté longtemps sur ce cas-ci et ça a duré quand même une vingtaine de minutes. Donc si le concept vous a plu, si ça vous intéresse de découvrir des cas de mystères non résolus et de remettre un peu en contexte grâce à l'aide des internautes aussi, faites-le moi savoir, abonnez-vous, mettez un petit like sur cette vidéo et surtout commentez, n'hésitez pas à me dire quels sont les cas de mystères non résolus, de disparitions, de meurtres non résolus, etc., d'affaires non résolues finalement, qui vous hantent la nuit, dont vous aimeriez tellement avoir la réponse. Euh, voilà, il y en a tellement. Je pense notamment là à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, à propos de laquelle j'ai fait déjà quelques vidéos. J'ai fait une vidéo qui retrace vraiment l'histoire où j'ai fait des recherches en script, j'ai tourné en voix off, j'ai fait vraiment un vrai montage. Et j'ai fait aussi des vidéos comme ici, posées un peu plus face cam, pour avoir des pistes plus récentes, voir aussi ce que la communauté qui s'intéresse à cette histoire avait à dire, avait à orienter en termes de pistes de réflexion. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à aller voir ces vidéos-là. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et à très très vite pour une prochaine vidéo.